Et si votre vie était une erreur? Et si vous pouviez attaquer en justice pour être né? Cette histoire commence en 1982. Elle va diviser la France, choquer les philosophes, faire trembler les médecins et forcer le Parlement à voter une loi d'urgence. Au centre de tout, un enfant, Nicolas Perruche. Et une question que personne n'osait poser. La vie peut-elle être un préjudice? Voici les faits. 1982. Quelque part en France, Josette Perruche est enceinte. Elle attend son deuxième enfant. Sa fille aînée joue dans le salon. La vie est simple, ordinaire, pleine de promesses. Mais un matin, la petite se réveille couverte de boutons rouges. Le médecin diagnostique la rubéole. Une maladie bénigne pour un enfant, mais pour une femme enceinte, c'est une terreur. La rubéole, quand elle frappe pendant la grossesse, peut détruire le fœtus de l'intérieur. Surdité, cécité, malformation cardiaque, retard mental. Les médecins appellent ça le syndrome de la rubéole congénitale. Josette le sait. Elle a lu et elle a peur. Elle se rend chez son médecin. Elle fait des analyses au laboratoire. Et elle pose une condition claire, nette, sans ambiguïté. Docteur, si je suis contaminée, j'avorte. En 1982, l'avortement était légal en France depuis 7 ans. La loi Veil de 1975 a ouvert ce droit. Josette peut choisir. Et elle l'a choisi. Si son enfant risque de naître handicapé, elle ne le mettra pas au monde. C'est son droit, c'est sa décision, c'est sa vie. Les résultats arrivent, négatifs. Pas de rubéole. Le bébé est sauf. Décembre 1982. Nicolas Perruche naît. Mais quelque chose ne va pas. Les médecins s'affairent. Les regards s'assombrissent. Les murmures remplacent les félicitations. Nicolas est atteint de handicaps multiples et sévères. Surdité quasi totale, rétinopathie, sa vue est gravement compromise. Troubles neurologiques profonds, malformation cardiaque, retard mental sévère. Nicolas ne marchera jamais normalement. Il ne parlera jamais vraiment. Il ne pourra jamais vivre seul, travailler, fonder une famille. Il aura besoin d'assistance chaque jour de sa vie. Le diagnostic tombe comme une sentence. Syndrome de rubéole congénitale. Josette avait la rubéole depuis le début. Le laboratoire s'est trompé. Le médecin n'a pas vérifié. Les analyses étaient fausses. Et personne ne lui a dit. Si elle avait su, elle aurait avorté. Elle avait déjà dit. Et elle l'avait écrit. C'était dans son dossier médical. Mais on lui a menti. Pas volontairement peut-être. Par négligence, par incompétence, par erreur. Et maintenant, elle tient dans ses bras un enfant condamné à souffrir toute sa vie. Les années passent. Nicolas grandit, autant qu'il le peut. Josette et son mari s'épuisent. Les soins sont constants. Les factures s'accumulent. L'État aide, mais pas assez. Jamais assez. Et une question les hante. Qui va payer? Pas seulement l'argent, mais la responsabilité. Qui est responsable de cette vie brisée avant même de commencer? Les parents de Perruche décident d'attaquer en justice. Ils visent le médecin et le laboratoire. La faute est évidente. Un diagnostic raté, une vie détruite.
Mais leur avocat va plus loin, beaucoup plus loin. Il dépose 2 demandes distinctes. La première, les parents demandent réparation pour leur propre préjudice. Élever un enfant lourdement handicapé, c'est une souffrance, c'est un coût. La deuxième demande va faire trembler le droit français. Nicolas lui-même, représenté par ses parents, demande réparation pour son propre préjudice. Quel préjudice? Être né. Réalisez cette phrase. Un enfant demande des dommages et intérêts pour être né. L'argument juridique est le suivant. Sans la faute du médecin et du laboratoire, Josette aurait avorté. Nicolas ne serait jamais venu au monde, donc la faute médicale a causé sa naissance. Mais peut-on vraiment dire que la vie est un préjudice? Peut-on comparer exister avec un handicap et ne pas exister du tout? Peut-on mettre un prix sur le fait d'être né? C'est une question juridique. C'est aussi une question philosophique, une question morale. Une question qui touche à l'essence même de ce que nous croyons sur la vie, la mort, la dignité humaine. Et cette question, pour la première fois dans l'histoire du droit français, va arriver devant la plus haute juridiction du pays. 17 novembre 2000, Paris, Cour de cassation. L'affaire est si grave, si controversée, si fondamentale qu'elle n'est pas jugée par une chambre ordinaire. Elle est portée devant l'assemblée plénière. C'est la formation la plus solennelle de la Cour de cassation. Tous les plus hauts magistrats de France réunis dans une même salle. Cela n'arrive que pour les affaires qui peuvent changer le droit lui-même. D'un côté, les avocats de Nicolas. Ils plaident la logique juridique pure. Faute, préjudice, lien de causalité. Le droit doit s'appliquer, même quand il dérange. De l'autre côté, les défenseurs du médecin et du laboratoire. Ils invoquent l'impossibilité morale de considérer la vie comme un dommage. Ils parlent de dignité humaine, de sacralité de l'existence. Entre les deux, les juges, silencieux, pensifs, conscients que leur décision va marquer l'histoire. Et puis, le verdict tombe. La Cour de cassation donne raison à Nicolas. Dans un arrêt qui fera date, les magistrats écrivent « Dès lors que les fautes commises par le médecin et le laboratoire dans l'exécution des contrats formés avec Madame Perruche avaient empêché celle-ci d'exercer son choix d'interrompre sa grossesse afin d'éviter la naissance d'un enfant atteint d'un handicap, ce dernier peut demander la réparation du préjudice résultant de cet handicap et causé par les fautes retenues. En clair, Nicolas a le droit d'être indemnisé pour être né, parce que sans la faute, il ne serait pas là. C'est ce que dit la justice française en ce 17 novembre 2000. La vie peut être un préjudice. La décision est publiée. La France se déchire. Les associations de personnes handicapées eurent leur colère. Pour elles, cet arrêt dit implicitement qu'une vie handicapée ne vaut pas la peine d'être vécue, que Nicolas aurait mieux fait de ne pas exister. C'est une insulte à tous ceux qui vivent avec un handicap et qui trouvent du sens, de la joie, de la dignité dans leur existence. Les religieux s'insurgent. La vie est sacrée, disent-ils. Elle vient de Dieu, ou de la nature, ou du mystère de l'univers. On ne peut pas la réduire à un calcul de dommages et intérêts. On ne peut pas dire qu'il aurait mieux valu ne pas naître. Les médecins paniquent. Si un enfant peut attaquer pour être né, alors chaque grossesse devient un risque juridique. Chaque diagnostic devient une bombe potentielle. La médecine va devenir défensive, paranoïaque. Les avortements de précaution vont se multiplier. Mais d'autres voix s'élèvent pour défendre la décision.
Les juristes rappellent que le droit n'est pas là pour faire de la morale. Il est là pour réparer les torts. Il y a eu faute, il y a eu dommage, donc il y a réparation. Point. Des parents d'enfants handicapés, épuisés par des années de combats solitaires, voient dans cet arrêt une reconnaissance. Enfin, quelqu'un paie. Enfin, la négligence a des conséquences. Enfin, on ne les laisse pas seuls face à l'impossible. Le débat fait rage dans les journaux, à la télévision, dans les familles, dans les tribunaux. Tout le monde a un avis. Personne n'est d'accord. Et au milieu de cette tempête, une institution se réveille, le Parlement. 4 mars 2002, moins de 2 ans après l'arrêt Perruche, le National et le Sénat votent une loi. On l'appelle la loi Kouchner, du nom du ministre de la Santé de l'époque. Mais beaucoup la surnomment autrement, la loi anti-Perruche. L'article 1er est limpide. Il tient en une phrase. Nul ne peut se prévaloir d'un préjudice du seul fait de sa naissance. Le Parlement a parlé. Plus jamais un enfant ne pourra faire ce que Nicolas a fait. Plus jamais la justice française ne pourra dire que la vie est un préjudice. La Cour de cassation avait dit oui. Le législateur dit non. C'est un moment rare dans l'histoire du droit. Un bras de fer entre le pouvoir judiciaire et le pouvoir législatif. Les juges ont interprété la loi d'une certaine manière. Les élus ont réécrit la loi pour les contredire. Mais pour Nicolas, cette loi arrive trop tard. Son affaire est en cours. Son indemnisation est acquise. Ou du moins, c'est ce qu'il croit. Car le gouvernement décide d'appliquer la loi anti-Perruche de manière rétroactive. Même aux affaires en cours, même à Nicolas. Et Nicolas n'accepte pas. 2005, Strasbourg, Cour européenne des droits de l'homme. Nicolas Perruche, devenu adulte sous tutelle, attaque la France elle-même. Son argument, la loi anti-Perruche, appliquée rétroactivement à son cas, viole ses droits fondamentaux. On ne peut pas changer les règles du jeu en cours de partie. On ne peut pas lui retirer une indemnisation que la justice lui avait accordée. La Cour européenne examine l'affaire et elle donne partiellement raison à Nicolas. La France a violé l'article 6 de la Convention européenne des droits de l'homme, le droit à un procès équitable, en appliquant une loi nouvelle à une affaire ancienne. L'État français a triché. Nicolas obtient réparation, pas parce que la vie est un préjudice, mais parce que la France a mal joué. La boucle est bouclée, mais les questions, elles, restent ouvertes. Aujourd'hui, plus de 20 ans après l'arrêt Perruche, le débat n'est pas clos. La loi anti-Perruche est toujours en vigueur. Plus aucun enfant ne peut demander réparation pour être né. Mais les parents, eux, peuvent toujours attaquer pour leur propre préjudice. Et les indemnisations, dans ce type d'affaires, se chiffrent en millions d'euros. Nicolas Perruche, lui, continue de vivre avec ses handicaps, avec ses souffrances, avec l'aide constante dont il a besoin chaque jour. Des générations de juristes débattent encore sur ce que la Cour de cassation a fait ce 17 novembre 2000. Avait-elle raison de dire que la vie peut être un préjudice? Ou le Parlement avait-il raison de la contredire? Cette affaire nous force à regarder une question que nous préférons éviter. Qu'est-ce qu'une vie qui vaut la peine d'être vécue? Qui décide? Les parents, les médecins, les juges, les élus, l'enfant lui-même, quand il est trop handicapé pour s'exprimer. La mère de Nicolas voulait choisir. On lui a volé ce choix. Et quand la justice a voulu réparer cette injustice, la société a dit non. Parce que reconnaître que Nicolas aurait mieux fait de ne pas naître,
c'est dire quelque chose de terrible sur la vie elle-même. Et peut-être que cette chose, même s'il est juridiquement logique, est humainement insupportable. L'affaire Perruche restera comme l'un des moments les plus troublants de l'histoire du droit français. Un moment où la logique juridique s'est heurtée à l'éthique. Un moment où les juges ont dit une chose et les élus une autre. Un moment où un enfant, un seul, a forcé un pays entier à se demander: la vie est-elle toujours une chance? Ceci était l'histoire de Nicolas Perruche. L'histoire d'un arrêt de la Cour de cassation rendu le 17 novembre 2000. L'histoire d'une loi votée pour le contredire. L'histoire d'une question qui n'a peut-être pas de réponse. Et vous, qu'auriez-vous décidé? Voici les faits. Le reste appartient à l'histoire du droit.